Ministre, mes chers collègues, pas un mot de compassion du président de la République hier soir pour les 95 667 personnes qui sont mortes du Covid dans notre pays. Pas un mot pour les 400 000 personnes qui ont été hospitalisées ou qui le sont encore. Pas un mot pour les 4,6 millions de nos concitoyens qui ont été infectés par le coronavirus. Pas un mot pour celles et ceux qui subissent encore les effets du Covid long. Aussi, c'est à elles et à eux et à tous leurs proches que je voudrais penser en cet instant. Présider la France, la gouverner, ce n'est jamais s'abstenir d'empathie pour les Français. Présider la France et la gouverner, c'est partager le destin de nos concitoyens et donc s'associer aussi aux blessures qu'ils subissent. Aujourd'hui, vous venez devant le Parlement pour aborder le 3e confinement. Je dis bien confinement. À partir du moment où l'on ferme les écoles et l'on demande aux Français de rester chez eux, cela s'appelle un confinement. Ni le président de la République, ni vous, monsieur le Premier ministre, n'avez prononcé ce mot, comme si depuis le début, vous cherchiez à ne pas nommer une réalité que nous subissons, en somme pour ne pas l'affronter. Aujourd'hui, vous venez devant le Parlement pour détailler ce que le président de la République a déjà annoncé hier soir. Or, monsieur le Premier ministre, ça a été dit, le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement de décisions prises ailleurs. Le Parlement est le lieu où la décision se fait et où elle est votée après une délibération, un débat transparent et démocratique. Mais depuis le début de cette crise, le président de la République semble vouloir faire de la santé publique l'un de ses domaines réservés, ce qui est contraire à la Constitution. Avec le débat de ce jour, vous voudriez nous faire avaliser cette situation. Nous vous le disons très nettement, nous ne participerons pas à cette mascarade. Nous ne prendrons pas part au vote sur votre déclaration. Si vous aviez choisi de mettre votre responsabilité en jeu, nous l'aurions fait, nous aurions voté. Ne pas prendre part au vote, c'est aussi vous dire que nous ne pouvons cautionner la manière avec laquelle vous gérez cette crise. Bien sûr, la situation est d'une incroyable complexité et aucune réponse évidente n'existe. Mais c'est justement parce qu'elle est complexe qu'elle devrait vous inciter à une réflexion partagée. Sincèrement, le président de la République pense-t-il être plus intelligent que la chancelière allemande qui prend la peine de débattre 7 heures durant avec les présidents de région pour élaborer un consensus, qui prend la peine de faire voter toutes ses décisions par le Bundestag et qui déplore aujourd'hui 20 000 morts de moins que nous, alors que l'Allemagne compte 17 millions d'habitants de plus. Pourquoi nos élus qui font fonctionner la République du quotidien, les maires, les présidents de conseils départementaux ou de région, sont-ils si peu associés à vos décisions, alors que depuis cette crise, ils pallient les nombreuses carences de l'État ? Ne pas prendre part au vote aujourd'hui, c'est souligner votre irresponsabilité face à la science, et je pèse mes mots. Monsieur le Premier ministre, le 28 janvier, j'ai été horrifiée, je vous le dis, horrifiée par les projections que vous avez glissées dans votre présentation à la page 16, très exactement. D'ailleurs, je ne vous ai questionné que là-dessus. Depuis, ces projections m'obsèdent, je dois bien l'avouer, parce que je sais qu'elles montraient que nous allions dans le mur. Désormais, il est trop tard, et le mur, nous sommes en train de nous le prendre. Le 18 mars, ces projections avaient disparu de votre présentation, comme s'il ne fallait pas montrer qu'elles étaient en train, malheureusement, de se réaliser. Alors non, vous ne pouvez pas dire que l'augmentation actuelle des contaminations est subite et imprévue. Le président de la République ne peut pas dire, comme il l'a fait hier soir, « nous sommes entrés dans une nouvelle course de vitesse ». Tout ceci était clairement prédit dans les projections de janvier, et vous avez sciemment décidé de ne pas en tenir compte. La réalité est qu'aujourd'hui, la France est le 5e pays de l'Union européenne, avec le plus fort taux d'incidence après l'Estonie, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Ne pas prendre part au vote aujourd'hui, c'est vous dire que nous ne croyons plus à vos annonces. Comment leur accorder du crédit quand aucune de vos annonces précédentes ne s'est réalisée ? Le 3 décembre dernier, vous annonciez que 15 millions de personnes seraient vaccinées avant le printemps, monsieur le Premier ministre, pas à la fin du premier semestre. Le printemps, c'est fin mars. Comme chacun sait, le printemps, c'est fin mars. Fin mars, nous y sommes. 8 millions de personnes sont vaccinées ou ont une première dose quand vous en aviez annoncé 15 millions. Le 1er mars, le président de la République parlait pourtant de tenir, je le cite, 4 à 6 semaines avant que ça aille mieux. Le 3 mars, le porte-parole du gouvernement déclarait qu'on retrouverait une vie, je le cite, plus normale dès la mi-avril. En réalité, la seule chose que nous retrouverons en avril, c'est le confinement version 3. Dernier exemple, au début de l'année, vous avez annoncé 1 million de tests dans l'éducation nationale pour le mois de janvier. Personne n'en a vu la couleur. Ne pas prendre part au vote, c'est vous redire que nous ne comprenons pas que vous n'ayez pas mis en place une organisation commando pour la vaccination,
Parce que la vaccination, c'est la seule bonne nouvelle de l'année 2020 et qu'elle fonctionne. Dès le 9 juillet 2020, dans un envie transmis au gouvernement, le Conseil scientifique pressait le gouvernement d'établir une stratégie vaccinale nationale et proposait une série de recommandations en ce sens. Le 13 octobre, mon collègue Boris Vallaud était le premier parlementaire à interroger le gouvernement sur sa stratégie vaccinale. Réponse du ministre de la Santé : rassurez-vous, tout est en cours de préparation sur ce sujet. Comment être rassuré quand nous avons vu début novembre que plusieurs pays lançaient l'organisation de centres de vaccination et que dans le nôtre, rien n'était prêt? Alors bien sûr, il y a des retards de livraison des doses et ils touchent tous les pays européens. Mais pourquoi avoir attendu début mars pour ouvrir la vaccination le week-end? Pourquoi avoir attendu la mi-mars pour lancer une campagne de vaccination sur laquelle vous dites sans cesse accélérer? Résultat des courses. En France, 13% de la population a reçu au moins une dose, contre plus de 30% aux États-Unis, où 90% de la population aura accès à un vaccin à partir du 19 avril. Nous en sommes tellement loin. Dès lors, comment voulez-vous que nous croyions le président de la République quand il annonce que d'ici la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés? Comment le croire? Ne pas prendre part au vote, c'est dénoncer la situation dans les services de réanimation. Depuis 1 an, rien n'a changé et nous en sommes au même point que l'an dernier. Pas une nouvelle place de réanimation n'a été créée, alors même que la deuxième vague était pressentie dès le 14 juillet. En réalité, rien ou si peu a changé pour l'hôpital. Ou plutôt si, la situation s'est dégradée, le personnel soignant est désormais à bout et je voudrais lui rendre hommage. Ne pas prendre part au vote, c'est ne pas accepter ce que vous faites subir à l'école. Je ne reviendrai pas sur le million de tests annoncé en janvier et qui n'a jamais été réalisé. Au-delà de leur non-réalisation, il est extrêmement choquant que vous demandiez une participation financière aux enseignants pour les tests salivaires. Concernant la continuité pédagogique, les enseignants vont devoir reprendre les cours à distance pendant au moins une semaine. Mais les difficultés d'accès aux outils numériques chez les enseignants comme chez les élèves demeurent. Le 9 juin, c'est-à-dire il y a 10 mois maintenant, dans notre plan de rebond, nous avions proposé au gouvernement de reprendre le plan numérique à l'école qui avait été lancé sous le précédent quinquennat, que vous avez interrompu et qui permettait à chaque élève de disposer d'un support numérique pour profiter de contenus pédagogiques innovants. Vous vous êtes contenté de verser une prime informatique de 150 € aux enseignants, mais qui ne peut raisonnablement pas financer l'achat de l'ensemble du système d'informatique. La jeunesse va inéluctablement, et encore une fois, payer le prix fort de ce troisième confinement. Certaines mesures prises récemment vont dans le bon sens, et nous avons tout de suite soutenu le repas à 1 € pour les étudiants et les chèques psy, mais elles restent très insuffisantes face à l'ampleur de la crise qui frappe la jeunesse. Ne pas prendre part au vote, c'est vous dire aussi ce que sont nos exigences, celles qui ne figurent pas dans votre déclaration. D'abord, la vaccination des enseignants. Il y a 2 semaines, Monsieur le Premier ministre, nous vous l'avions déjà demandé. Alors je vous le redemande encore une fois aujourd'hui. Proposez à tout le personnel éducatif qui le souhaite d'être vacciné avant la reprise des cours en présentiel, soit le 26 avril, soit le 3 mai. Ensuite, pour les réanimations, nous voulons le détail des déprogrammations que vous mettrez en œuvre pour espérer libérer les 5 000 places qui ont été annoncées hier soir. Cela va forcément se faire au prix de la santé d'autres concitoyens des hôpitaux. Nous vous demandons donc de nous indiquer comment vous allez créer 5 000 places nouvelles en 3 semaines. Troisième demande, nous voulons avoir chaque semaine une comparaison du nombre de nouvelles contaminations et celle de la projection qui avait été établie le 28 janvier. Quatrième demande, pour les jeunes, la mise en place d'un revenu minimum, d'un revenu jeunesse immédiate, pendant toute la durée de la période sanitaire. Enfin, pour la production de vaccins, nous voulons à court terme la publication de votre plan de production par type de coopération avec les industriels. Au-delà, vous devez soutenir la levée des brevets et considérer le vaccin comme un bien commun universel. Monsieur le Premier ministre, quand on prive nos concitoyens de leur liberté, comme c'est le cas depuis 1 an, la contrepartie est une exigence de résultat. Je vous remercie. Merci.